Bonsoir à tous. Donc je le redis, hein, il y a plein de places devant pour ceux qui sont debout et qui souhaiteraient s'asseoir. Donc n'hésitez pas. Un petit mot d'introduction. Donc en tant que directeur général de l'OGEOCEN, je suis très heureux de vous accueillir tous ce soir en ce lieu qu'on appelle le 139, hein, qui est à la fois notre siège social, le siège social de l'OGEO, mais qui est, en tout cas pour tout ce qui concerne son rez-de-chaussée puis une partie de son premier étage, qui est un lieu ouvert sur la ville, un lieu consacré à l'habitat, à l'économie sociale, c'est-à-dire ce qui correspond un peu à notre mission en tant qu'opérateur de l'habitat social. Et donc un lieu hybride, hein, un lieu où il y a à la fois des manifestations comme aujourd'hui dans cet espace qu'on appelle le Meet-up, donc des manifestations à la fois externes, internes, un lieu où il y a un espace de coworking qui est juste derrière, un lieu aussi où il y a un incubateur dédié à nos thématiques, habitat, économie sociale. Et donc voilà, donc très heureux que ce lieu puisse accueillir cette manifestation. C'est l'occasion pour moi de remercier très chaleureusement Jean Blaise de nous honorer de sa présence. Et donc vraiment merci beaucoup de nous prêter un peu de votre temps pour cet échange. Je crois que Maxence qui est ici et que je remercie aussi, qui va faire l'animation, a prévu donc un temps d'échange qui va durer à peu près 1 heure. Donc il vous l'expliquera dans quelques minutes. Moi je voulais simplement dire que outre le plaisir de recevoir ici Jean Blaise, la thématique qui est la nôtre ce soir me parle, et je pense que collectivement, je peux parler au nom de l'OGEO, nous parle particulièrement, cette thématique de l'art dans la ville. Alors, nous, pour être plus modeste, je pense qu'on travaille plutôt sur la thématique de l'art dans l'habitat, mais c'est quand même pas très loin. C'est-à-dire qu'on est très sensible. On est très sensible à créer ce lien entre la création artistique et l'habitat, entre la création artistique et les habitants. On le fait dans la plupart des opérations de logement neufs que nous réalisons, en proposant quasiment, chaque fois qu'on le peut en tout cas, à un artiste de pouvoir intervenir avec une création originale qui vient marquer par sa présence ce rapport à l'art et puis qui est conçu spécifiquement par rapport à nos opérations et qui donne toujours une personnalité, une singularité à la fois à nos immeubles et puis pour les habitants à l'expérience de vie qu'ils y sont, donc qu'ils y trouvent. Donc vraiment la thématique de ce soir nous parle beaucoup. Je pense qu'elle a le mérite en plus de remettre en perspective plus largement ce que nous faisons de façon empirique et modeste depuis plusieurs années. Donc je suis très heureux de vous accueillir tous et je remercie encore une fois Jean Blaise pour sa présence. Je m'arrête là. Moi je voulais juste faire un petit mot d'accueil. Maxence, c'est toi l'animateur, donc je te passe la parole, tu nous expliques le déroulement et tu lances les échanges. Merci Mathias. Bonjour à tous. Jean Blaise, votre ustensile. On va s'asseoir. L'idée donc c'est de parler ensemble sur la thématique de l'art dans la ville. D'abord tous les deux, où je vais vous poser quelques questions. Et après, je vous inviterai, ceux qui le souhaitent, à poser également vos questions, à réagir. Tout ça pendant à peu près 1 heure, on se donne 1 heure, et je vous propose ensuite de se retrouver à côté pour un petit pot convivial et continuer à discuter de manière informelle. Jean Blaise, bonsoir. Merci bonsoir, beaucoup. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous au 139, le siège social de l'OGEOCEN, mais pas seulement. Un lieu unique au Havre, ouvert sur la ville, qui aime rassembler pour créer du lien. Votre présence nous honore. Si le Havre a vu naître le premier géant il y a 25 ans, c'est la première fois que nous en recevons un sous ce toit, un géant de la culture, et oui, mais pas seulement. Vous avez su... C'est pas fini. Vous avez su depuis plusieurs années imposer votre style en organisant des manifestations culturelles qui sortent du cadre. Votre port d'attache est à Nantes et vous l'aimez, mais vous êtes par nature un voyageur, un promeneur qui jamais n'arrête sa dérive. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si la structure que vous dirigez s'appelle le voyage. Jean Blaise, un brin rêveur, sans doute, mais diablement pragmatique. Vous avez la réputation d'être un allumé de ceux qui arrivent à voir quand autour de vous il fait noir. D'ailleurs, vous dormez peu, vous faites des nuits blanches. Il y a 20 ans, vous en avez partagé une avec tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. 20 ans plus tard, votre ami et complice Kitty propose la sienne à l'échelle métropolitaine. Ce sera moins bien.
Ça commence bien. On dit aussi de vous que vous êtes un magicien, un réenchanteur de ville, que vous avez le pouvoir de rendre sexy n'importe quelle cité, même une ville industrielle et portuaire entièrement détruite et reconstruite en béton. Vous le dites vous-même, il y a des villes qui ont la réputation d'être moches. Vous cherchez la beauté et vous la révélez. Pour arriver à vos fins, vous invitez des artistes à hacker la ville. Vous leur proposez de transformer la ville en un musée à ciel ouvert, de manière éphémère ou pérenne. Difficile de tout maîtriser, un coup de vent et la ville peut s'envoler. L'art dans la ville, ça, c'est votre truc. L'art, c'est beau, ça questionne, ça étonne, mais l'art aussi, ça attire. Art et attractivité, ça peut marcher ensemble. Vous n'avez pas peur des mots. Vous considérez que la culture est un levier de développement économique pour une ville. En 2017, pour 1 euro investi dans les 500 ans, on comptait 4 euros de gagnés. Vous n'avez pas peur des chiffres. En 2022, c'est 950 000 visiteurs qui se sont promenés sur le quai de Southampton. Ça pèse. C'est votre dernier été au Havre. Mais avant de vous laisser partir, on a plein de questions à vous poser. Et la première est de circonstance. L'art dans la ville, c'est aussi la fête de la musique. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fêté correctement. Qu'est-ce que vous avez fait hier pour la fête de la musique ? Je n'ai pas fait de musique, je ne suis pas musicien, mais non, j'ai été invité par des amis havrais dans un petit restaurant très sympa, donc j'ai traversé la fête de la musique, voilà, et c'était très bien. Alors, l'art dans la ville, peut-être qu'on va commencer par là. C'est quoi cette idée, votre idée, de mettre de l'art dans la ville ? Est-ce que ça ne va pas dans les musées, l'art ? Quelle est la particularité d'installer des œuvres d'art dans l'espace public ? Bon, je vais vous parler un peu de mon expérience. Moi, j'ai commencé dans ce métier très jeune, dans ce qu'on appelle aujourd'hui des scènes nationales, des maisons de la culture. Et dans ces maisons de la culture, j'essayais toujours de parler, comme nous l'avait demandé Malraux, au plus grand nombre. Et dans toutes ces maisons de la culture, malgré tous mes efforts, malgré ma bonne volonté, malgré celle de mes collaborateurs, de mes collaboratrices, eh bien, on n'arrivait pas à dépasser les 9% de la population. C'est à peu près le ratio qu'on calcule pour ces maisons-là. Vous en avez une ici au Havre qui est très belle, le volcan. Voilà. Et ça m'ennuyait terriblement. Bon. Et donc, avec mon équipe, et grâce aussi à des événements politiques inattendus qu'on ne maîtrisait pas. Moi, j'ai été envoyé par Jack Lang en 82 à Nantes pour créer une maison de la culture. Et en 83, des élections municipales sont arrivées. Et le maire socialiste Alain Chénard, qui avait recréé le tramway à Nantes en même temps que Grenoble, et donc fichu un bazar pas possible dans la ville, a été battu. Et son successeur, Michel Chauty, a pris une semaine pour me virer de Nantes parce que la culture qu'on portait, c'était pas celle qu'il avait envie de voir. Voilà, les avant-gardes européennes ou mondiales, c'était pas sa tasse de thé véritablement. Voilà. Et grâce à ça, on a créé avec ce qu'il me restait d'une petite équipe une scène nationale itinérante. Et on allait dans des villes de l'agglomération nantaise, mais aussi Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon. On allait créer des événements, des expositions en correspondance avec la ville, avec ces villes. Bon. Et là, j'ai commencé à apprendre à travailler à l'extérieur, en dehors d'une maison de la culture. Bon. Et puis, le temps a passé, j'ai créé un festival dans le parc d'un château à Saint-Herblain, là où Jean-Marc Ayrault était maire. Bon. Et donc on a sympathisé, une relation s'est vraiment nouée, intellectuelle. Et en 89, il s'est présenté à Nantes. Il a été élu haut la main au premier tour, et je suis revenu à Nantes avec lui. Et là, il m'a demandé d'organiser tout de suite, très vite, un événement qui montre l'énergie de la ville, qui montre son envie de créer, sa créativité. Bon. Et on a créé les Allumés, un peu l'ancêtre de Nuit Blanche, sauf que là, ça durait 6 nuits. Bon. Et l'idée, elle était simple, c'était faire venir à Nantes des artistes d'avant-garde d'une grande ville du monde, pendant 6 nuits, de 6 heures du soir à 6 heures du matin, pendant 6 ans. Voilà. Et on a commencé par Barcelone.
Et à cette époque, Barcelone, c'était encore la Movida. Hein. Ça bougeait. Hein. C'était vraiment fort. Et les allumées, ça avait lieu dans toute la ville. Et pas seulement dans les maisons de la culture. Et pas seulement dans les musées. Hein. Et on allait dans le tablier du pont de Cheviré, on allait dans des hôtels particuliers que nous prêtait la bourgeoisie nantaise, on allait dans les friches industrielles, il n'y avait que ça. Hein. Fin des années 80 à Nantes, c'est la fin des chantiers navals. Hein. Cette ville a perdu tout ce qui faisait sa force, son identité, qui était vraiment visible. Bon. Et donc elle était éteinte. Et on l'a rallumée. Enfin, on a contribué à la rallumer, hein, parce que beaucoup d'autres choses sont faites pour ça. Bon, voilà. Et donc, on allait dans l'espace public, on allait dans des lieux où habituellement les artistes ne vont pas. Et donc, eh bien, les Nantais, les habitants de la ville, étaient obligés de tomber sur nous. C'était obligatoire. Même ceux qui nous détestaient, même ceux qui n'aimaient pas ce que les artistes faisaient là, eh bien, ils étaient bien obligés de les voir. Et nous, on était bien obligés de leur répondre, de discuter avec eux, d'avoir ce dialogue, parce que la plupart du temps, les 90% des personnes qui ne fréquentent pas les maisons de la culture, c'est parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas de billes, si je puis dire. Elles n'ont pas eu à l'école ou au lycée les moyens de pénétrer ce monde-là, qui est un monde quand même assez fermé, qui est quand même souvent aussi conceptuel, hein, il faut le dire, bon, et un peu inatteignable. Bon. Dans l'espace public, c'est tout autre chose. Et là, à partir de là, tout a commencé. Hein. Après les allumés, on a créé le lieu unique dans une friche industrielle, une scène nationale, mais dans une friche industrielle. Et la première chose qu'on a voulu créer, c'est un grand bar, un immense bar, bon, un restaurant, un hammam au sous-sol, une crèche au 2e étage, voilà, et puis une salle aussi, bon, et puis des lieux d'exposition. Mais voilà, comment l'art n'est pas à côté de la vie. Comment la maison de la culture, je me souviens d'un dessin de Sampé, hein, qui montrait une maison de la culture dans une ville, bon, qui était très 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 marrant. Bon, comment la culture la créativité, la création artistique, je préfère parler de création artistique, est visible et atteignable. Et je vais terminer, mais c'est bien de faire l'histoire aussi, de voir d'où ça vient, parce que tout ça c'est très politique au beau sens du mot. Ça dépend d'une histoire, ça dépend d'une ville, ça dépend d'élus. Bon. Après, quand on était au lieu unique, Joël Bateau, le maire de Saint-Nazaire, Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, me demandent de créer un événement pour montrer le rapprochement des deux villes. Parce qu'ils étaient en train de constituer une grande métropole, 700 000 habitants, d'un point de vue économique. Et ils voulaient montrer que cette métropole avait aussi une capacité, une force culturelle. Voilà. Ils s'attendaient à ce qu'on crée un festival de plus. Or, avec mes collaborateurs, on a ouvert, c'était un projet de territoire, on a ouvert une carte et on a vu que ce qui reliait physiquement, clairement, concrètement les deux villes, c'était l'estuaire de la Loire. Et on a décidé de faire intervenir des artistes dans l'espace public sur les rives de l'estuaire de la Loire. Mais pas de venir le décorer, de venir l'interpréter, ce territoire, interpréter le territoire. Voilà. Et donc de créer des œuvres in situ. Bon, et on a fait venir Daniel Buren, Tadashi Kawamata, Jimmy Durham, les plus grands artistes du monde, et pour créer des œuvres qui existent encore. Hein. Aujourd'hui, on a 64 œuvres pérennes à Nantes et qui parlent de ce territoire. Et quand Édouard Philippe a vu ce que nous faisions, il avait envie d'un événement pour fêter les 500 ans de la ville. Il est venu à Nantes, on s'est rencontrés, on a déjeuné, il est revenu, on a parlé, et il m'a demandé de venir imaginer un événement pour les 500 ans du Havre qui ressemble à ce que j'avais fait à Nantes, bien évidemment. Et ça, vous l'avez vu, et ça devait être one shot, mais comme ça a marché pas mal, les élus ont souhaité que ça perdure. Hein, et moi, j'avais vraiment pris mon pied ici. Et j'adore cette ville. Bon, et donc, j'ai accepté de continuer tout en poursuivant à Nantes aussi. Ouf. Alors, vous l'avez évoqué, entre
l'art et la ville. Au milieu, il y a les habitants. Oui. Les habitants, les visiteurs, je ne sais pas comment on peut les nommer. Quelle place vous leur accordez? Et dans votre manière de travailler, à quel endroit vous les rencontrez? On les rencontre obligatoirement quand il s'agit de produire les œuvres. Quand on produit des œuvres dans l'espace public, on est chez les autres. On n'est pas tranquille dans sa maison de la culture à faire les pieds au mur. Bon, personne ne va venir nous embêter puisque c'est fait pour ça, une maison de la culture. C'est bien, hein, moi j'ai rien contre. Enfin, mais à partir du moment où on va dans l'espace public, il faut produire, réaliser, donc faire des travaux. Donc créer de l'embarras, barrer une route, etc. Et puis après, il faut obtenir toutes les autorisations des administrations diverses qui s'occupent de la ville et des institutions. Bon. Donc tout ça, c'est du travail d'approche, c'est du travail de conviction. Et ça, c'est beaucoup plus fort encore que ce que je fais là. Bon. Parce que il faut convaincre. Parce qu'il faut qu'il soit avec nous. Quand Kawamata était à Lavaux-sur-Loire et qu'il a envisagé de faire un platelage d'1 kilomètre de long dans les marais, eh bien, il gênait les agriculteurs. Ben, on a discuté avec les agriculteurs, et puis Kawamata, il a accepté de faire ça. Bon. Et d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Bon. Voilà. Et donc ça, c'est une approche réelle, forte, très pragmatique. Il a été obligé de rencontrer les chasseurs, hein, parce que les chasseurs venaient là. Excusez-moi. Parce que les chasseurs venaient là. Bon. Il ne voulait pas qu'on les dérange. On a été obligé de rencontrer le Conservatoire du Littoral. Évidemment, on était chez eux. On a été obligé de rencontrer la Ligue de protection des oiseaux, puisqu'ils étaient là. Hein. Les chasseurs, la Ligue de protection des oiseaux, les pêcheurs. Bon, voilà. Tout d'un coup, vous rencontrez des mondes qui ne sont pas votre monde, bon, qui vous apprennent plein de choses, bon, et avec lesquels vous êtes obligé de discuter. Bon. Donc c'est même pas une volonté, c'est même pas dire oui, on veut de la participation. Non, on est obligé de le faire, sinon on fait pas, on crée pas l'œuvre. Bon. Et ça c'est génial, et ça c'est vraiment vraiment intéressant. Et toutes les œuvres qu'on a créées ici, eh bien ça a été comme ça. Bon. Et puis voilà, et on s'adapte. Bon. Et là, effectivement, les œuvres acquièrent une profondeur qu'elles n'ont peut-être pas dans une salle d'exposition ou dans un musée. Alors que moi, vraiment, ce que je préfère, c'est le dimanche matin aller au musée tout seul. Voilà. Bon, donc, je n'oppose pas les deux. Hein, mais si on veut vraiment toucher le plus grand nombre, rendre accessible au plus grand nombre, eh ben, il faut aller dans l'espace public. C'est une évidence pour moi. Et qu'est-ce qui fait que ça marche alors? Parce que est-ce que ça paraît de loin, ça peut paraître de loin, on peut se dire que c'est un métier assez sympa, assez facile, on se promène, on visite une ville, et puis on va poser ici et là une œuvre d'art. Bien sûr, j'imagine que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a une alchimie à trouver, une mayonnaise à faire prendre. C'est comment ça se passe? Comment vous y arrivez? Comment Un été au Havre, les 500 ans, en tous les cas, ont été un carton, il y a eu une rencontre avec le public et qui fait que ça a été prolongé? Je crois qu'il faut faire une démonstration. Je pense que la question qui était posée avec Un été au Havre, c'était modifier un peu, si possible, l'image de cette ville magnifique avec laquelle il y a un malentendu total. C'est-à-dire, quand on est à l'extérieur, on pense que le Havre, c'est la ville industrielle avec de la fumée partout. Voilà. Bon. Et moi-même, je le raconte, j'ai déjà raconté, quand je suis venu pour la première fois au Havre, c'était au moment du passage au patrimoine mondial. J'avais envie de voir cette architecture qui était célébrée dans le monde. Bon. Et donc, je suis venu de Paris avec des amis. Et évidemment, on a loué un hôtel à Honfleur. Hein. Donc, parce qu'on se disait, on va quand même pas prendre un hôtel au Havre. Voilà. Et quand on a vu cette ville, bien évidemment, quand on est revenu, on a loué un hôtel au Havre. Voilà, il y a un énorme malentendu. Il y avait un énorme malentendu avec votre ville qui a été levé, pas seulement par Un été au Havre, mais par toute une série d'initiatives qui montrent que cette ville est très vivante et très forte, quoi. Il y a une puissance ici vraiment extraordinaire. Bon. Et ça y est, les visiteurs commencent à s'en rendre compte. Hein. Donc on a créé Un été au Havre pour qu'il y ait des visiteurs de l'extérieur, pour que les Havrais aussi
aient envie de vendre leur ville. Hein. Et je pense que c'est en partie réussi. Il faut continuer. D'ailleurs, je vous cite, vous aviez, pendant les rencontres de l'Axe Seine, dit que votre travail, c'était d'essayer par des installations artistiques fortes de révéler la ville, de montrer son extraordinaire. Ce qui résume bien ce que vous évoquez. Oui. J'avais une autre question sur le rapport que vous avez aux artistes. Vous travaillez à la fois avec des grands artistes internationaux, vous l'avez dit, mais aussi vous cherchez à découvrir des talents. Vous avez une fonction de défricheur, et j'imagine que pour un jeune artiste, d'être programmé, c'est une forte visibilité. Quelle liberté vous leur donnez dans votre manière de travailler? Aucune. Je m'en doute. Et c'est ça qui leur fait du bien. Non, je pense qu'on peut citer l'exemple du travail qu'on fait avec l'École des Beaux-Arts du Havre. Chaque année, je vais présenter aux dernières années un été au Havre, faire le discours que je fais là ce soir, leur faire comprendre notre approche, notre expérience. Et puis je leur propose, est-ce que vous avez envie de participer ? Bon, est-ce que vous avez envie de participer à un concours? Si votre proposition est intéressante, peut-être qu'on l'adoptera et qu'on l'amènera à bout. Si elle n'est pas intéressante, eh bien, on ne l'acceptera pas. Point. Voilà. Donc, ils travaillent, ils essayent d'interpréter ce que je leur ai dit aussi, et de ne pas être à côté de la plaque. Et puis, de temps en temps, parfois, on a eu une année où aucun projet ne nous intéressait, on ne l'a pas fait. Mais on a réussi, je crois, maintenant à réaliser 3 projets au moins d'étudiants à l'École des Beaux-Arts. Et là, on va réaliser cette année le projet d'une étudiante sur le bassin du commerce. Elle a imaginé transformer les voiles des petits voiliers qui se baladent sur le... On les appelle comment les optimistes. Les optimistes, de transformer toutes les voiles des optimistes, ça va être très beau, toutes des couleurs incroyables, et c'est l'alphabet de la mer qu'elle a donc réalisé. Et elle est en train de... Tout à l'heure, je suis passé, j'ai vu toutes les voiles réalisées, ça va être superbe. Bon, donc pour elle, c'est une grande chance. Ce sera une œuvre éphémère, mais pourquoi éphémère? Peut-être qu'elle restera. Bon, voilà. Mais il faut être très exigeant. Bon, moi, la participation pour la participation, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, on est artiste ou on ne l'est pas. Après, on apprend aussi à être artiste, à créer, bien évidemment. Sinon, l'école des Beaux-Arts ne servira à rien. Mais voilà, donc il faut être très exigeant avec eux, ne pas faire semblant de trouver leur travail extraordinaire quand il ne l'est pas. Et vous, quelle liberté vous avez quand le politique vient vous chercher, quand Édouard Philippe vous invite à venir au Havre pour créer une manifestation culturelle? Aucune? Toutes. Non, c'est... Bon, moi, je n'accepte de travailler qu'avec des personnes que j'estime. Et la relation avec Édouard Philippe s'est faite assez rapidement. Bon, voilà. Et je crois qu'il a bien compris que mon rôle, c'était d'essayer d'aller plus loin que lui ne l'aurait fait dans ce domaine, en la matière. Parce que moi, l'urbanisme, je ne sais pas, mais bon. Et ça, il l'a compris. Il n'est pas intervenu dans notre travail artistique. Et il le dit lui-même, c'est pas ce que je sais faire. Donc, laissons faire ceux qui savent. Bon. Et puis, il y a des œuvres qu'il n'adorait pas. Eh bien, il faut convaincre. Là encore, c'est comme avec les habitants. Il faut les convaincre. Les cabanes, par exemple, sur la plage, c'était un très beau projet qui n'était pas un de mes projets, qui était un projet qui avait été imaginé par des enseignants de l'École des Beaux-Arts, des enseignants du festival sur le graphisme.
Et je trouvais que ce projet était très fort. Il n'avait pas voulu le réaliser. Je le dis aujourd'hui, je peux. Hein. Bon, je ne trouvais pas ça génial. Il n'aime pas la couleur, Édouard. Et je l'ai convaincu qu'il fallait y aller, que ce serait quelque chose d'emblématique pour la ville. Et il m'a dit OK. Bon, voilà, on l'a fait. Il n'y croyait pas. Et puis, ça a été quand même un très beau succès, ce travail de Karel Martens. Après, on a eu des problèmes avec Karel Martens, mais bon. Voilà. Mais voilà. Hein, donc, quand le politique sait faire ça, Jean-Marc Ayrault, c'était pareil. Bon, j'avais montré un projet de Van Lieshout que vous avez sur la plage et chez mon ami Patrick au Portique. Hein, il y a une exposition du collectif Van Lieshout, tu es là. Et le Pasino a fait aussi venir Van Lieshout avec sa baleine sur la plage. Bon. Et on avait aussi fait venir Van Lieshout pour faire le 1% de l'école d'architecture de Nantes. Bon, une magnifique école d'architecture, la Caton-Vassal, des architectes super. Bon, voilà. Et on fait venir Van Lieshout parce qu'on cherchait des artistes qui étaient le contraire de la Caton-Vassal. Bon, malgré toutes les cimes que j'ai pour la Caton-Vassal, je les admire. Bon. Pour pouvoir révéler ce bâtiment et pour pouvoir jouer avec lui, hein, qu'il y ait quelque chose qui se passe, bon, une danse. Hein, on fait venir Van Lieshout et ils sortent une espèce de bubblegum cacadois, dégueulasse, avec des trucs qui pendouillaient partout. Voilà, une espèce de chewing-gum qu'on jette quand on l'a mâché pendant une journée. Et ils en faisaient le café, le bar de l'école d'architecture la Caton-Vassal, devant. Et moi, je trouvais que c'était bien. Je sentais que ça allait fonctionner. Bon. Et à l'époque, il était président du groupe, député, maire, je ne sais pas quoi encore. Bon. Donc, il n'était plus jamais à Nantes. Et pour le voir, c'était très, très compliqué. Donc, certains d'entre nous avaient pigé. On prenait le train avec lui. Quand il prenait le train pour Paris tous les 2-3 jours, bon, on prenait le train avec lui et on avait 2 heures pour lui faire passer des trucs. Bon. Et voilà. Et donc je prends le train avec lui, j'ai mon dossier, je lui montre l'œuvre. Et en plus, il avait des ennuis, je ne sais pas c'est ce qui se passait. Il regarde le truc. Il me dit, mais tu veux pas arrêter de faire l'intéressant de temps en temps? Bon. Donc c'était quand même dur, quoi. Et j'ai eu 2 heures pour qu'à la fin du voyage, il me fasse. Et ça, il disait jamais oui. Hein. Ça voulait dire ok, ben vas-y. Et on l'a fait. Et cette absence, elle est toujours là. C'est une œuvre, je trouve, très, très, très appropriée, très juste, très fréquentée par les étudiants. Et elle est là. Et plus personne n'imagine aujourd'hui qu'elle puisse disparaître. Elle s'appelle l'absence. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, très bien. Très bien. Et pour continuer, puisque c'est votre dernière saison et que maintenant on peut tout dire, ça nous intéresserait, je pense, sur Un été au Havre, de savoir quelle est votre œuvre chouchou, favorite, celle qui, à l'inverse, marche moins bien que prévu, d'avoir un peu ce regard dans le rétroviseur. Voilà, très personnel. Évidemment, c'est difficile. Bon. Mais pourquoi pas? Je veux bien jouer à ce jeu. Pour moi, l'œuvre la plus juste, j'utilise vraiment ce mot hein, le plus souvent, parce que juste, ça ne veut pas dire belle. Hein, c'est juste. Bon, voilà. Là où c'est, dans la situation donnée, c'est bon, c'est évident, c'est devenu évident. Pour moi, c'est l'œuvre de Languet-Baumann, qui est sur la plage, hein, P3. C'est un travail qui a été fait en fonction de l'architecture de la Porte Océane, en fonction de l'architecture Perret. Là où c'est, ça agrandit la ville. Hein. Quand on est à l'hôtel de ville et qu'on voit l'installation de Languet-Baumann, la ville semble encore plus grande. On se croirait à Brasilia. Bon, voilà. Et ça, c'est fort. Et pour moi, cette œuvre est vraiment juste. Languet-Baumann, c'est des grands artistes. Hein, et on a eu la chance qu'ils viennent ici. Voilà. Après,
Après, je trouve que M. Goéland n'a pas trouvé sa place. Mais c'est la place qu'il n'a pas trouvée. C'est cette place-là qu'il n'a pas trouvée. Il y a quelque chose à faire sur cette place. Il faut en parler à Édouard. Ici, c'est voilà des choses comme ça. Même si Balkanol, c'est génial. Enfin, j'adore ce qu'il fait. Donc ça dépend pas uniquement de l'artiste. Ça dépend de plein de choses. Là, on vient de poser sur la place devant l'église Saint-François l'installation de Emma Biggs. Ce sont des bancs recouverts de céramique avec un très beau béton. Bon. Elle a mis 3 heures pour finir par les placer. Voilà, pour elle, il fallait à 10 centimètres près. C'était bon ou c'était pas bon. Voilà. Et c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Je crois qu'elle l'a trouvé d'ailleurs. Vous allez voir, c'est très beau. Voilà, quoi. C'est cette espèce de petit miracle tout d'un coup qui agit et qui fait que les Arches de Ganivet, normalement, c'était une œuvre éphémère. On ne devait pas la laisser. Et parce qu'elle est tellement imposante, tellement incroyable, elle vampirise tout. Donc, par respect pour l'architecture Perret, on se dit on n'a pas le droit de faire ça. Bon. Et puis, j'ai envie de dire, les Havrais, d'une certaine façon, l'ont plébiscité. Ont voulu qu'elle reste, qu'elle représente cette ville. Eh bien voilà, elle est là. Alors, il y a des puristes qui vous diront mais qu'est-ce que ça fout là quand est-ce que vous enlevez ces containers? Voilà, c'est ça. L'art, c'est très, très relatif aussi. C'est aussi très subjectif quand même. Alors cette année, l'OGECN est particulièrement présent sur l'édition 2022 avec notamment, je crois que c'est la première œuvre vivante d'un été au Havre qui d'ailleurs a pris un petit coup de chaud et a du mal à se lancer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Évor, sur cet artiste-là? C'est un très très mauvais artiste, mais on l'accompagne. Il est là. C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est très très particulier. Je l'avais découvert dans une exposition à Nantes, à l'atelier, et puis on avait discuté. Bon, son installation, son œuvre était belle, vraiment intéressante. Et il m'a invité à boire un verre chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui, son appart était envahi par la végétation. Et puis, je me suis aperçu qu'il allait au-delà. Ça ne lui suffisait pas, son appart. Donc, il faisait sortir de la végétation des plantes par les fenêtres. Bon. Et il allait sur les gouttières. Et le soir, il mettait des bacs sur le toit en béton. Il y avait un toit en béton. Et puis, il venait l'arroser. Voilà. Et on a discuté de tout ça ensemble. Et je lui ai dit, c'est là qu'il faut que tu fasses ton œuvre. Et il a créé dans cette cour, qui était une cour de béton, mais vraiment, une jungle intérieure. Ça s'appelle comme ça. Bon. Incroyable. Mais vraiment incroyable. Et ça fait combien d'années? 3 ans. Ça fait 3 ans. Donc ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est une véritable jungle. D'abord, on a commencé par la société où il habitait. Et puis ensuite, donc on a fait une assemblée générale, tout, pour bien faire les choses. Ils ont accepté, ils ont voté oui. Bon. Et l'année d'après, le bâtiment d'à côté, les propriétaires d'à côté ont voulu faire la même chose. Donc là, maintenant, il a tout envahi. Et c'est une espèce de coin incroyable, très extraordinaire, en plein milieu de la ville, en plein centre de la ville. On a créé un escalier pour faire belvédère, pour que les passants, c'est un passage aussi, puissent grimper pour voir l'œuvre, pour voir cette jungle. Bon. Donc ça aussi, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il faut accompagner au maximum l'artiste. Et l'artiste a été accompagné par le service des espaces verts de la ville, qui est absolument génial, avec qui on travaille beaucoup, bien évidemment, dans l'espace public. Voilà, tout ça se fait comme ça. Et là, quand l'OGEO m'a invité à créer une œuvre dans cette nouvelle résidence,
j'ai pensé à lui, parce que il me semblait que c'était une œuvre végétale qu'il fallait réaliser. Bon, sauf que le végétal, il faut 3 ans, 4 ans. Hein. Donc, dans 3 ans, ce sera parfait. Pour l'instant, ça naît, ça pousse. Mais alors, dans 3 ans, parce que la mi-septembre, on va fêter la fin de cette édition en fanfare, etc. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Est-ce qu'on continuera à vous croiser par hasard dans les rues du Havre, à vous promener, déambuler, ou vous serez déjà dans une autre ville? Ou dans une autre vie. Mais non, je viendrai. Oui, je viendrai chaque année, je pense, oui. Parce que ça m'intéresse de voir comment ça peut évoluer, comment ça va évoluer. Mais oui, sans doute que... Bon, de toute façon, je suis toujours à Nantes. C'est pas encore fini. Mais oui, ça m'intéresse de voir comment cette ville va continuer à se transformer. C'est assez troublant, assez étonnant. Les Parisiens qui viennent, vous allez être débordés par les Parisiens, hein, c'est clair. Hein. Quand ils viennent ici, et ils adorent. Hein. Voilà. Bon, donc c'est une ville qui va changer. Et j'ai envie de dire aussi un peu malgré elle, il faut faire attention. Hein. Là, tout à l'heure, on était chez toi, chez Lily. Mon autre moi. Oui, chez Lily, c'est vraiment intéressant ce qui se passe dans ce quartier, ce qui se passe là, la façon dont ça fonctionne. Pourquoi ça a marché tout de suite? Incroyable. Pourquoi ça marche tout de suite? Parce que c'est juste. Hein. Voilà. Donc, bien évidemment, je reviendrai pour dire du mal de mon successeur. Non, sûrement pas. Merci Jean Blaise. Avant de passer à côté, je propose que vous preniez la parole si vous avez des questions à poser, des remarques à faire. C'est le moment. Bonjour et merci pour ce que vous faites. À partir des œuvres éphémères, à quel moment vous considérez qu'elles peuvent devenir pérennes? Est-ce que c'est votre choix? Est-ce que c'est un choix de la ville ou un choix des habitants? C'est les trois. Je crois vraiment que c'est les trois. Mais d'abord, un choix des habitants. Je crois qu'une œuvre rejetée ne peut pas tenir. Là, on a quand même, avec l'événement, 2 mois et demi pour jauger. Hein. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est accepté? Ou si c'est rejeté, pourquoi? Voilà. Et donc, j'ai envie de dire, d'abord, c'est les habitants. Hein. Ensuite, c'est le politique. Hein. Mais ça ne serait pas arrivé si on n'avait pas proposé aux politiques de la rendre pérenne aussi. Bon, donc, le rapport avec le politique est très important. Hein. Et ça, je le dis depuis très longtemps à mes collègues de la culture, qui souvent rejettent le politique en disant il faut mieux pas parler aux politiques parce qu'il va nous censurer. Non, il faut sans cesse parler aux politiques, quels qu'ils soient. Bon, moi, je travaille avec Jean-Marc Ayrault, socialiste, et avec Édouard Philippe, LR. Bon, donc, le rapport avec le politique est très, très, très important parce que c'est les habitants, c'est la ville. On ne peut quand même pas agir dans l'espace public sans que, en toute impunité, si je puis dire. Ça ne nous appartient pas, la ville. Donc il faut convaincre, sans arrêt. Bon. Et d'abord convaincre avant tout le politique. C'est clair. Une autre question ou remarque? Jérôme Jacques, le jeu de scène, on se connaît un tout petit peu. Moi, j'ai déjà eu dans mon métier, depuis pas longtemps que je le pratique, mais j'ai quand même déjà eu une réflexion, une fois ou deux, de gens qui disaient, quand on construisait un immeuble quelque part, que ça allait être trop beau finalement pour le quartier. Est-ce que vous avez déjà eu, vous de votre côté, de ce type de remarques où on vous dit « Ah non, mais là, presque on en fait trop, ça va être trop beau, c'est pas pour nous » ou ce genre de choses? Ça se passe, mais les gens ne le disent pas. Mais ça se sent. Souvent,
à Nantes, quand on crée des œuvres éphémères sur la place du Bouffay, des œuvres complètement cinglées, mais bon, eh bien évidemment, une grande partie de la population ne comprenait pas ce qu'on faisait là, ce qu'on foutait là. Hein. Une connerie de plus. Bon. Je l'ai entendu ici, hein, au Havre, il y a, la semaine dernière, il y a 15 jours, quand on a érigé la sculpture zut, ça va me revenir. Hein, des Omikato. J'ai entendu une personne derrière moi qui visiblement habitait là et qui disait une connerie de plus. Voilà. Donc à partir de là, mais quand même, ça nous fait douter. C'est-à-dire, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est peut-être une connerie de plus, quoi. Bon. Et donc il faut. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc je me mettais un peu en retrait pour voir comment les gens réagissaient. Et certaines personnes qui sortaient du tram faisaient semblant de ne pas voir le truc, de ne pas voir l'œuvre, pour ne pas être interrogés, pour ne pas être là-dedans. C'était pas leur monde. Faisaient semblant. C'est dire à quel point il y a un fossé incroyable entre nous et une grande partie de la population. Et si on n'a pas conscience de ce fossé, eh bien, on va dans le mur, ou alors on reste dans sa maison de la culture, ce que je disais tout à l'heure. Ici, comme à Nantes, il y a des médiateurs. J'étais venu ici, là, dans cette salle, faire une conférence devant ces médiateurs qui sont devant les œuvres et qui sont là pour prendre les coups et pour essayer de répondre aux gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait là, avec l'argent du contribuable, etc., etc. Si à ces gens-là qui disent « mais vous vous rendez compte, le fric que vous dépensez », vous n'êtes pas capable de leur dire « oui, mais ça rapporte 10 fois plus. Les retombées économiques que vous avez eues, c'est 10 fois plus que l'investissement de ces œuvres. » Si vous n'êtes pas capable de leur dire ça, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc il y a toujours, oui, cette incompréhension, elle est toujours là, mais bien évidemment. Hein. Une autre question. C'est le moment. Donc, bonjour. Je fais donc partie de Médiaction, donc les personnes qui font les médiations auprès des œuvres. Et je tenais surtout à vous remercier. Ça m'a permis de découvrir ma ville. Et c'est vraiment quelque chose qui se ressent énormément dans l'association. Et on a eu la chance de rencontrer les artistes. Donc malheureusement, je ne parle pas forcément anglais, je n'ai pas forcément tout compris. Mais on voit vraiment l'œuvre d'une autre manière. Et oui, on parlait d'un fossé. Et avec donc l'association, ça me fait vraiment une passerelle. Et je fais aussi découvrir autour de moi, à ma famille et à mes amis. Et c'est vrai qu'on voit notre ville d'une autre manière. Oui. Voilà. Ouais. Et ça me donne aussi envie de visiter Nantes. Ah ouais, j'espère bien que vous viendrez. Voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est que les Havrais voient ce que provoque l'œuvre. Quand ils voient des touristes arriver qu'ils ne voyaient pas auparavant, ils s'interrogent. Bon, c'est pas si con que ça. Il y a cet effet-là. Bon, et ils en sont fiers que des gens viennent de l'extérieur voir ça. Et donc, ils s'interrogent. Ils se posent des questions, et là, tout commence là. Tout commence là. Bon. Quelqu'un d'autre ? Je sens que ça va être bientôt l'heure de passer au bar, hein, où les vraies questions vont tomber. Non, personne ? Oui. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure, justement, cette jeune fille, Lorraine Ngoyen, Oui, je crois, oui, donc oui, les optimistes. oui. Justement, quelle est la suite pour ces artistes, ces jeunes artistes qui exposent pas pour la première fois, mais qui font leur plus grande exposition, en tout cas, aux côtés de grands noms. Quelle suite pour eux, justement ? Est-ce que vous continuerez de travailler avec eux ou de faire appel à eux
de temps en temps lors de leur carrière artistique? Travailler avec eux, je ne sais pas, non, je ne sais pas. Peut-être que je leur proposerai un nouveau projet si ça se présente. Si un jour j'ai une situation, j'ai un espace qui me fera penser à elle. Bon, mais après, c'est aussi à elle de se débrouiller. Là, demain, demain vendredi, on a un voyage de presse. On va y passer. On va montrer cet artiste. Peut-être qu'un journaliste de la presse spécialisée ou d'un grand média national dira « on a vu ça, c'était intéressant ». Bon, et voilà. Et elle va faire son book, et puis voilà. Et ça se passe comme ça. Hein. Mais voilà, pas plus. En tout cas, mon rôle s'arrêtera là. Sauf si j'ai besoin d'elle un jour. Mais... Une dernière question. Pardon. Tu voulais ? Oui. En fait, effectivement, c'était pour rebondir sur la médiation. Et depuis 2017, c'est plus de 80 salariés qui sont passés à l'association Médiaction et qui ont pu reprendre confiance en eux en allant aussi en première ligne, parfois ramasser des coups et puis aussi recevoir beaucoup de compliments pour le travail accompli et la place de l'art dans la ville. Et c'est un formidable support d'insertion sociale qui marche très très bien de ce côté-là. Donc c'est aussi créer de l'emploi pérenne que de déclencher des actions culturelles comme ça, particulièrement dans notre ville. Donc voilà, merci pour ça. Merci. Oui, bonjour. Toujours dans le même... par rapport au lien avec la population, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais est-ce qu'il y a des animations par rapport aux écoles? Est-ce qu'il y a un parcours culturel qui est fait par rapport aux œuvres et rencontres avec les artistes pour toutes les écoles du Havre, qui ferait vraiment un lien avec la construction de ce que c'est le culturel dans une ville? Le problème, c'est que c'est hors temps scolaire le travail que nous faisons l'été. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a prolongé un peu en septembre, aussi bien à Nantes qu'ici. Donc ce travail va être fait à la rentrée, après la rentrée. Mais après, ce travail peut être fait toute l'année sur les œuvres pérennes, par les institutions culturelles qui sont là. Et je crois que c'est fait ici au Havre. Je crois. Jean Blaise, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Et je vous propose à tous, merci à tous d'être venus également et de se retrouver juste à côté pour un petit cocktail buffet. Merci beaucoup. Merci.